Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo post-Thanksgiving. Et oui, aux États-Unis, nous avons fêté le Thanksgiving. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi, le fameux vendredi du Black Friday. Pour ceux qui me découvrent, je vais vous répéter toute l'ambiguïté de cette célébration américaine. Je rappelle, le Thanksgiving, c'est la journée du don en commémoration, mémoire de ces colons qui se sont vus donner de la dinde par des autochtones parce que ceux-ci, ayant mal peut-être géré un petit peu l'arrivée de l'hiver, de l'automne, se sont retrouvés fort dépourvus quand la bise est venue. Donc depuis, on fête le don fait par les autochtones, les natifs comme on les appelle. Bon, bien admettre que finalement par la suite les occidentaux colons américains leur ont bien rendu en les exterminant. Ça, c'est une autre histoire. Mais le paroxysme de la chose, c'est que si le Thanksgiving est la commémoration du don, donc de l'acte solidaire, le lendemain, c'est la messe, la grande messe de l'hyperconsommation américaine. Je veux parler évidemment du Black Friday. Et force est de constater que ça résume très très bien une partie de la culture américaine, celle de l'hypocrisie, c'est-à-dire je dis noir mais je pense blanc. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote temporelle. Mais le sujet de la vidéo, c'est évidemment « Oh mon Dieu !» Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? On a vu l'élection du nouveau président argentin, je crois, qui est une copie conforme, semble-t-il, de Donald Trump, mais peut-être encore plus conservateur. Il n'en est pas moins libéral, mais néanmoins conservateur. Et évidemment, nous avons eu ce week-end, du moins début de semaine, la cata. Alors une catastrophe, vraiment effroyable, c'est la grande terreur pour le monde de la gauche bien pensante. Les Pays-Bas ont donné une grande majorité à l'extrême droite. Et évidemment, le personnage en question est aussi un fervent défenseur du Nexit. Le Nexit étant évidemment le terme qui désigne la sortie de l'Union européenne pour les Pays-Bas. Pourquoi Nexit? Tout simplement parce qu'en anglais on appelle Netherlands. Double peine parce que cette victoire, elle n'est pas seulement... Elle ne peut pas être relativisée en disant oui, enfin ils ont gagné à quelques voix, quelques sièges, etc. Non, c'est littéralement écrasant. Alors, évidemment, ça secoue l'Union européenne parce que, encore une fois de plus, l'Union européenne perd un fervent défenseur. Mais j'ai envie de dire, elle a gagné un défenseur en Pologne puisqu'ils ont réussi à placer un président ou un premier ministre, je ne sais plus, qui est pro-européen, donc pour assouplir un petit peu la véhémence polonaise. Mais là, du coup, paf, ils perdent les Pays-Bas. Double peine parce que les Pays-Bas est considéré comme étant la porte des pays nordiques. On le sait, en Suède, les mentalités commencent un petit peu à changer suite à certains problèmes, on va dire, de sécurité et culturelle. Là, la Finlande, qui joue sa carte de nouvelle arrivée dans l'OTAN et qui voudrait fermer définitivement les frontières avec la Russie. C'est une véritable déliquescence. C'est d'autant plus une déliquescence que, évidemment, tous les gens sur les réseaux sociaux qui sont en train de hurler à la catastrophe, au retour de l'époque noire, de la peste brune, etc.,
ce qui est assez intéressant, c'est ces gens-là de leur poser la question, mais dites-moi, pourquoi ? Pourquoi tout d'un coup les Néerlandais ont voté une grande majorité pour ce parti d'extrême droite ? Pourquoi ? Alors ne me sortez pas le couplet de oui, mais de toute façon c'est parce qu'en Europe il y a des racistes, donc c'est normal. Non. Cet argument-là, c'est fini. Ne le sortez plus, il est complètement pété. Tout comme ce qui s'est passé avec l'affaire de Crépol avec le jeune Thomas, il y en a qui ont quand même osé, il y a même des étudiants qui ont déchiré la photo en mémoire de Thomas, parce qu'évidemment, c'est de la récupération politique. Mais attendez les gars, comme je vous l'ai dit, tous les événements maintenant qui vont mettre en exergue la délinquance, la barbarie, l'ensauvagement, vous allez avoir d'un côté l'extrême droite qui va tout récupérer pour dire, vous voyez, regardez, ce sont peut-être des Français, mais ce sont des Français d'origine émigrée, puisqu'on le sait, puisqu'il y a eu une fuite auprès du ministère de l'Intérieur qui démontre que les 9 individus, je crois, qui ont été interpellés, etc., dont on s'est bien gardé de donner les noms, on a juste dit, oui, non, mais c'est des Français, hein, c'est des Français. Ouais, sauf que les noms ne sont pas français. Les noms démontrent bien que ce sont des individus qui sont issus de l'immigration. Donc, encore, évidemment, le décor est toujours le même. Alors, la réponse, évidemment, pour essayer de planquer sous le tapis le phénomène, on dit oui, faut éviter les récupérations politiques, etc. Mais attendez, gens de gauche, extrême gauche, vous faites exactement la même chose quand ça vous arrange. Donc arrêtez de nous sortir à chaque fois l'argument, faut éviter la récupération de l'extrême droite. L'extrême droite, elle fait son boulot. Elle récupère des événements ou des phénomènes de société pour servir son idéologie. Tout comme vous-même, vous le faites pour servir vos idéologies. Sauf que, à force de prendre fait et cause, mais de refuser le même principe chez vos adversaires, mais ça vous rend ridicule. Ça vous ridiculise, mais à un point, vous ne pouvez même pas l'imaginer. Et forcément, à force de prendre les gens pour des cons, et ben les gens finissent par aller voter ailleurs. Et peut-être que aux Pays-Bas, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'à force d'avoir des gouvernements, des politiciens centristes, modérés, plutôt gauchistes, social-démocrates, mais qui ont tellement ouvert le robinet à n'importe quoi, à n'importe qui, eux aussi essayant de planquer sous le tapis les problèmes d'insécurité, les problèmes culturels de certains individus, même s'ils ont la nationalité néerlandaise. Et bien le résultat, voilà. Alors ça va même pire, ça va même plus loin. Vous avez sur les réseaux sociaux des gens, alors ils ne le disent pas ouvertement, parce qu'ils savent que s'ils le disent ouvertement, ils risquent forcément de se prendre du bois vert. Mais on sent bien le sous-entendu du « Ah ouais, mais alors, ce qu'il faudrait, c'est que éviter, il faudrait empêcher les gens de voter mal, de mal voter. » Mais comment tu veux empêcher les gens de mal voter, si ce n'est, tu veux faire quoi ? Tu veux faire des enquêtes, tu veux faire du fichage de gens. La personne a tenu tel propos lorsqu'elle achetait son pain à la boulangère. Hop, tac, ça veut dire qu'elle est d'extrême droite. Hop, tac, interdiction de voter. Parce qu'elle voterait mal. Mais dans ce cas-là, j'ai envie de dire, mais pareil. Quand vous vous proclamez être les représentants les plus dignes de la démocratie, des libertés, des droits de l'homme, mais que derrière vous tenez des discours qui laissent sous-entendre que vous voulez faire une sélection, c'est-à-dire mettre d'un côté les gens bien qui votent pour vous systématiquement, et de l'autre, mettre les gens mauvais et leur retirer des libertés, voire des droits fondamentaux. Mais c'est plus de la démocratie. Je dirais même que c'est un déni de démocratie. Et ça, je peux vous dire qu'actuellement, des gens comme Panot,
comme Autain, comme Rousseau, Corbière, Garrido, et le petit nain de jardin, là, à chaque fois je me souviens plus de son nom. Mais il y a des moments où vous avez envie de leur poser la question, mais attendez, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui ? Vous voulez le pouvoir ? Ok. Si on vous donne le pouvoir, vous allez faire quoi ? Vous allez créer des camps, vous allez enfermer tous les gens qui ne pensent pas comme vous ? Mais dites-moi, la méthode, c'est pas ce que vous condamnez, ce que vous montrez du doigt, comme étant le fascisme, le retour du fascisme. C'est qu'à un moment donné, vous vivez dans un entre-soi, vous vivez dans un cocon, vous vivez dans une tour d'ivoire, où vous vous rendez même plus compte que ce que vous dites. C'est exactement des propos qui peuvent très bien coller à ce que vous condamnez, à ce que vous prétendez combattre. Ça n'a pas de sens. Alors après, que vous veniez pleurer parce que l'extrême droite est en train de monter dans un certain nombre de pays européens, parce que vous avez actuellement une tentative d'union des droites qui pourrait éventuellement être un test intéressant pour justement tous ces partis de droite pour les européennes l'année prochaine. Parce que très clairement, je pense que Marine Le Pen, entre autres Zemmour, etc., bon, malheureusement Zemmour Reconquête, ils sont encore assez faibles. Mais pour le Rassemblement national, ils ont clairement eu une opportunité de montrer aux Français que les écolos, les LFI et la gauche leur foutent une claque monumentale, encore pire que ce qu'ils ont pu connaître par le passé. Alors, il y en a un qui commence à me parler des gilets jaunes. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, les gilets jaunes ? Les gilets jaunes, c'était un prémisse. Les gilets jaunes, c'était un avertissement. Bon, finalement, ça n'a rien donné. Ils se sont fait canarder à coups de LBD. Il y en a qui sont ressortis estropiés. Puis finalement, la politique de la terreur du ministère de l'Intérieur a plutôt bien fonctionné. Parce que même si les gilets jaunes aujourd'hui continuent à exister, mais de façon très sporadique, les gilets jaunes aujourd'hui ont été une étape pour voir si ça pouvait encore servir à quelque chose. Mais finalement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien puisque ceux qu'on critiquait, ceux qu'on voulait déstabiliser au pouvoir, ils sont toujours là. Je rappelle quand même qu'on a l'intention de vous vendre pour 2027, Édouard Philippe, le mec Premier ministre qui a quand même fait en sorte de supprimer des libertés à une partie des Français sous prétexte parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner. Et c'est ce mec-là qu'on va vous pousser à voter. Mais j'ai envie de dire, les gens qui vont voter pour Édouard Philippe, mais c'est des cons. Et à la limite, si demain ils se retrouvent à pleurer parce qu'ils perdent des libertés, parce qu'ils sont surtaxés, parce qu'ils vont tout perdre, mais j'ai envie de leur dire, mais ce sera bien fait pour vos gueules. Et après, ne venez pas me dire, oui, mais on s'est fait piéger. J'ai envie de dire, jamais 203. Vous êtes fait avoir déjà 2 fois. Donc si vous revotez une 3e fois pour un connard qui va vous excusez-moi l'expression, va être très vulgaire, mais vous enculez à sec, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous méritez ce que vous méritez. Par contre, les autres, va falloir se secouer les puces. C'est arrêter de gueuler dans son coin, mais agir, assumer. Déjà, sur les réseaux sociaux, on commence à lire, des gens, il y a certainement des gens qui vont commencer à s'organiser, il va commencer à y avoir des actions locales, que évidemment les médias s'empresseront d'étiqueter d'actes terroristes, etc. Mais à la limite, on n'en a rien à foutre. C'est la valeur symbolique des choses. Et d'ailleurs, comme ce qui s'est passé en Irlande ce week-end, il y a quelques jours, suite à une attaque. Alors attention, la police dit oui, non mais ce n'est pas un acte terroriste, c'est un acte isolé. Enfin, il y a quand même des gamins, 3 gamins qui ont été des victimes. Alors, l'origine des auteurs serait algérien. Donc du coup, qu'est-ce que ça a fait ? Ça a fait, attention, là vous avez attaqué des enfants. Ok.
Là, les Irlandais, ils ont commencé à chauffer un petit peu, quoi. Alors tout de suite, évidemment, c'est les actes qui ont été commis par des gens d'extrême droite, par des hooligans. Bien sûr, c'est facile. Alors, attention, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas. Force est de constater que de toute façon, toutes les mouvances extrême droite ou nationalistes, dès qu'il y aura maintenant ce genre de phénomène, ça sera du pain béni pour eux pour interagir. Mais ils ne seront pas tout seuls. Je dirais à la limite, ils seront peut-être galvanisants de quelque chose de bien plus large, de bien plus populaire. C'est-à-dire qu'il y a des Français qui vont commencer à montrer les crocs sans être des hooligans ou des gens d'extrême droite ou des nationalistes ou des néo-nazis. Mais tout simplement des gens qui vont exprimer, dire non, ça suffit. On a ras-le-bol. Si notre pays n'est plus capable d'avoir les outils, les moyens pour lutter contre ces individus, qui pour la plupart, en grande majorité, sont connus, les services de police, sont identifiés, ont déjà été arrêtés, sont des multirécidivistes, des multicondamnés. Mais comme de toute façon, vu qu'on n'a rien d'autre pour faire peser une épée de Damoclès sur leur tête, ils continuent, ils n'en ont rien à foutre. Au contraire, plus ils se font arrêter, plus ils seront condamnés à faire de la tôle, plus c'est de la gloire pour eux. Donc ça veut bien dire que un certain nombre de pays européens comme la France aujourd'hui ne sont plus du tout équipés. Ils n'ont plus du tout les outils contre ce genre d'individus. Alors attention, quand je dis individus, je ne vise pas des gens essentiellement issus de l'immigration. Il y en a, mais c'est une culture. C'est-à-dire que ces gens issus de l'immigration ont amené avec eux certaines mœurs, certaines traditions qui sont sens contraire de certaines valeurs, de certaines mœurs de société de la République, mais qu'on a laissé faire, qu'on a laissé perpétuer. Et aujourd'hui, vous avez même des Français populaires, d'origine ouvrière, etc., parce qu'ils vivent dans ces milieux-là, qui finalement ont emprunté la culture de ces gens. Donc on ne peut pas désigner de façon catégorique quelque chose d'ethnique, je dirais plutôt quelque chose de culturel. Si vous préférez, culturo-franco-ethnico-culturel. Parce que finalement, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe des comportements, ça englobe des attitudes, ça englobe des mœurs dans ces milieux, dans ces sociétés, dans ces micro-sociétés qu'on a laissé se proférer, qu'on a laissé, pas proférer, mais qui se sont développés. Il y a un autre terme, un autre mot, je n'ai plus en tête. Donc c'est pas un... Alors évidemment, l'extrême droite, elle récupère ça par rapport à sa politique vis-à-vis de l'immigration. Ce qui est une partie de l'équation, mais pas l'essence même ou l'essentiel de l'équation. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, moi je serais un jeune de banlieue tout à fait normal, tout à fait honnête, qui n'a rien à se reprocher, mais qui pour être intégré à ce milieu dans lequel il vit, s'habille avec des codes bien précis, j'ai envie de leur dire attention parce que les codes bien précis que vous adoptez aujourd'hui risquent de vous amener à être amalgamés par certains Français comme étant de la racaille. Hein ? Vous savez, je pense qu'on est d'accord que si vous portez un uniforme nazi, même si c'est pour aller... Alors moi j'ai eu cette expérience ici, parce qu'il y avait eu un air show, c'est-à-dire une sorte de meeting aérien, et il y avait des petites reconstitutions de Seconde Guerre mondiale, et il y avait des Américains qui étaient costumés, alors un en américain et d'autres en allemand. Sauf que ceux qui étaient déguisés en allemand, quand ils sont venus au cinéma, ils ne s'étaient pas changés, ils sont venus avec leur costume d'allemand. Alors je suis désolé, mais
Aux États-Unis, il n'y a pas de loi qui interdit de se balader en costume nazi, comme en France. Mais quand même, si tu te balades en costume nazi, c'est-à-dire que apparemment, ça te fait plaisir, ça te fait jouir de te balader dans un costume nazi. Donc ça veut dire que tu n'en as rien à foutre d'éveiller certains sentiments chez certaines personnes, de voir des Américains se trimballer avec des costumes nazis. Et bien, j'ai envie de dire, aujourd'hui, par rapport à la réputation et à l'image de certains concernant la délinquance, la criminalité, les incivilités, etc., en règle générale, on retrouve toujours les mêmes codes vestimentaires chez ces gens-là. Donc évidemment, si vous avez adopté les mêmes codes vestimentaires, parce que vous vivez évidemment dans ces quartiers, dans ces milieux-là, vos potes, mais vous n'avez rien à vous reprocher, vous ne faites pas de conneries. Ben oui, mais malheureusement, un jour, vous allez tomber sur des gens qui vont vous amalgamer parce que vous portez, parce que vous vous habillez, parce que vous comportez, parce que vous parlez comme eux. Ça va arriver, hein, de toute façon. Malheureusement, là, au niveau où on est arrivé, c'est exactement comme apparemment, il y en a certains qui s'amusent à nous dire qu'il y a des Marocains qui sont en train de quitter les Pays-Bas. Bon, sauf que le problème, c'est qu'il y en a qui s'amusent à prendre des images, en réalité, de voyages organisés, de gens, justement, qui ont des origines maghrébines, qui, en fait, retournent au bled, mais pas parce qu'il y a l'extrême droite qui passe au pouvoir, c'est parce que c'est les voyages qui sont organisés pour permettre à des gens qui ne sont pas forcément fortunés, qui n'ont pas forcément les moyens de prendre l'avion, mais de retourner chez eux en car, en bus. Alors il y en a qui ont filmé ça et qui prennent ces images-là pour dire « Ouais, regardez, les Marocains sont en train de... » Non, il n'y a pas de fait, même s'il y en a certains qui se sont amusés à faire des TikTok ou des Insta en disant « Bah voilà, moi je m'en vais, etc. » Il est clair qu'à mon avis, ils ne vont pas partir. Mais ce qui est assez amusant, c'est que en fait, ceux qui font ces petites vidéos croient que ça va nous faire culpabiliser de les voir partir. Alors qu'au contraire, je pense qu'à mon avis, il y a plein de gens qui disent « Ouais, bah, c'est ça, barrez-vous. Retournez chez vous. » Hein, attention, hein, c'est pas ce que je pense, mais c'est ce que je pense. Il y a beaucoup de gens qui, en voyant ces vidéos-là, pensent. Donc évidemment, je rappelle encore une fois, pour éviter les confusions, voter en France pour l'extrême droite, ça ne sert à rien. C'est pas eux qui vont résoudre le problème. C'est pas Marine Le Pen, c'est pas Zemmour, c'est pas Dupont-Aignan, c'est pas Philippot. Ces gens-là, de toute façon, sont adoubés, ils font partie du système. Même s'ils abordent, même s'ils titillent le pouvoir ou les autres partis avec des sujets qui sont des vrais sujets de société, hein, pas de problème. Sujets économiques, sociaux, ethnico-religieux, etc. Là-dessus, ils font très bien leur boulot. Mais ce n'est pas des gens qui ont vocation à arriver au pouvoir. C'est des gens qui ont une vocation à jouer les antagonistes pour les autres. Sauf que les autres en face, ben, ils ont déconné. Ils ont pété les plombs. Ils ont pété plus haut que leur cul. Ils ont pris les gens pour des cons. Ils ont joué la carte de la culpabilité et d'estampillage systématiquement d'extrême droite, tout sujet ou tout tabou ou toute question. On s'attaque même à des humoristes maintenant. Je veux dire, Meurice, même si son humour était peut-être déplacé, mais là, vous avez une telle vendetta que vous dites, mais... Et comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, hein, ne regardez pas les spectacles de Dieudonné. Ne regardez pas sur YouTube les spectacles de Dieudonné d'il y a 10 ans. Ou ne regardez pas les interviews de Soral d'il y a 10 ans. Parce que tout d'un coup, vous allez vous rendre compte que finalement, bah, les mecs... Alors, de leur point de vue, hein, mais ils avaient quand même de l'argumentaire qui n'est pas dénié des hannetons. Ils avaient quand même des argumentaires qui démontraient bien que, finalement, déjà à l'époque, il y avait bien un problème, mais que le problème, on l'a instrumentalisé
pour servir la sauce idéologique des uns contre la sauce idéologique des autres. Et le problème, c'est que le schéma, actuellement, est toujours le même. Sauf que ce schéma, malheureusement, il commence à éveiller des soupçons de gens dans l'opinion, de se dire, mais ils se foutent de notre gueule. Ils sont en train de nous baratiner, là. Comme ça fait depuis 30 ans qu'ils baratinent. Qui nous tiennent des propos pour rassurer, pour essayer d'engager le partisanisme de certains Français, etc. Et puis une fois qu'ils ont l'opportunité de faire les choses qu'ils ont dit, ils font rien. Ou alors ils font des trucs mais qui sont complètement abstraits, qui servent à rien. Vous savez, c'est exactement comme aux États-Unis. Les démocrates sont au pouvoir aujourd'hui avec Joe Biden. Si on reprend les discours qu'ils tenaient pendant la campagne présidentielle, on se rend compte qu'aujourd'hui, il ne fait rien. Là, je peux vous dire que tous les étudiants progressistes qui avaient voté pour lui en pensant que ça allait permettre de les soulager de leur dette d'étudiants, mais ils l'ont eu bien profond. Je peux vous dire que là, il y en a, Biden, il le déteste profondément. Il le déteste encore plus en voyant ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un mec complètement sénile. Je rappelle quand même que le mec, il rencontre le président chinois, quelques heures après, il le retraite de dictateur. Enfin, la diplomatie, mon gogo. T'es président des États-Unis d'Amérique. Que tu n'aimes pas le président chinois, que tu n'aimes pas la Chine, il y a un moment donné où il faut prendre un petit peu de recul. Tu es dans un processus démocratiquement, diplomatiquement sensible. La Chine, c'est quand même ton principal concurrent sur le plan économique mondial. Donc si tu lui craches dessus, t'inquiète pas que la prochaine faiblesse dont tu feras preuve, tu vas dégager. Parce que de toute façon, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous le répète, pourquoi Biden, pourquoi la Maison Blanche soutient Israël rubis sur l'ongle, c'est tout simplement parce qu'ils savent que le Mossad possède des informations, possède des dossiers sur la famille Biden. Et que l'élection présidentielle américaine, c'est l'année prochaine. Ok ? Vous comprenez là maintenant ? Donc Biden, il est pieds et poings liés. Les démocrates sont pieds et poings liés. S'ils ne veulent pas perdre la Maison Blanche, ils sont obligés de jouer le dos rond avec Israël. Sauf que du coup, évidemment, quand on est la Grande Amérique, pays des libertés, des droits de l'homme, on a eu la réputation d'être le gendarme du monde, mais que finalement on laisse un peuple se faire massacrer par le copain israélien. Là, encore une fois de plus, y a beaucoup d'Américains qui disent de toute façon, depuis Bush, on s'enfonce. On s'enfonce dans la médiocrité, dans l'absurdité. Notre image est de plus en plus entachée à l'international. Donc après, quand vous avez des Russes qui réussissent à pénétrer économiquement, diplomatiquement dans d'autres pays, elle est là la conséquence. C'est qu'à force d'avoir des politiques hégémoniques, impérialistes, il y a un moment donné où les pays émergents ils commencent à se dire tiens, là j'ai l'opportunité de faire une alliance avec un pays qui est en opposition avec les Américains et qui a les moyens de ses ambitions. Je ne parle même pas de la Chine. Donc, en effet, que les Pays-Bas aient basculé dans l'extrême droite, ça choque. Ça choque parce que les Néerlandais, ce n'est pas des peuples à réputation plutôt nationaliste, c'est plutôt des peuples plutôt modérés, progressistes. Je parlais de la Suède tout à l'heure, où là aussi les choses commencent à prendre une tournure difficile, puisque je crois qu'il y a eu des élections il n'y a pas très longtemps et il y a un sursaut des partis nationalistes, des partis conservateurs. Je ne parle pas des pays de l'Est, la Hongrie. Je ne parle pas de la Turquie.
la Turquie avec Erdogan, où lui, certaines personnes le critiquent dans sa façon de faire sa politique, mais j'ai envie de dire qu'il joue la politique dans l'intérêt de son pays. Il joue la politique que n'importe qui d'autre jouerait, en sachant qu'il prend des risques, Erdogan, parce qu'il prend des risques de jouer sur le mauvais cheval. Mais au moins, il joue ses cartes. Alors attention, quand je dis il joue ses cartes, qu'il a raison de le faire, là je vous dis de son point de vue. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'il fait, hein. On s'entend bien. Moi je fais toujours le distinguo entre la logique des choses et mon opinion personnelle par rapport à ces choses. C'est-à-dire que j'essaye de faire une certaine objectivité en disant, attendez, d'accord, c'est pas bien, c'est mauvais, etc. Sauf que faut se mettre à la place de ces gens-là, quelles que soient leurs intentions, leurs idées, etc. Mais ils jouent leur politique. Que Israël aujourd'hui est une opportunité de se débarrasser de l'autonomie palestinienne, de liquider la bande de Gaza. Souvenez-vous, hein, je le répète encore une fois de plus dans cette vidéo, après le 7 octobre, le 8 octobre, dans ma vidéo, je vous l'ai dit. J'ai dit, pour moi, ça sent une odeur de liquidation de la bande de Gaza. Voire même maintenant au-delà, de pousser la communauté internationale, d'accepter l'idée d'une Palestine, mais d'une Palestine au même titre que ce qui existe déjà, par exemple, en Syrie et en Irak, pour les Kurdes. C'est-à-dire les Kurdes ont une autonomie, mais restent sous l'hégémonie, sous le contrôle des États dans lesquels ils existent. C'est-à-dire que le pouvoir irakien ou le pouvoir syrien est au-dessus de leur autonomie. Ils ont une autonomie, mais une autonomie, ça ne veut pas dire une indépendance. Et certainement que Netanyahou, c'est ce qu'il souhaite. C'est ce qu'il veut réussir à mettre en place, ce concept d'une Palestine sous autorité israélienne. Complète. Parce qu'elle l'a déjà, un petit peu. Mais complète. Ce qui voudrait dire que finalement, Israël serait parfaitement en droit de liquider tous les partis politiques palestiniens, de désigner des administrateurs, et voilà, exactement ce qui s'est passé avec le Tibet. Ce qui se passe avec le Tibet, c'est une fois que les Chinois ont pris le Tibet, eux ils ont administré le Tibet, ils ont mis évidemment des Chinois dans les principales infrastructures, dans les principales administrations, dans les principaux pouvoirs économiques, etc. Si bien qu'aujourd'hui, les Tibétains sont juste relayés à n'avoir que des possibilités d'accéder à des rangs sociaux ailleurs. Mais aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de Tibétains dans la direction, dans le système. Donc oui, c'est la peur. C'est la peur des partis bien-pensants, c'est la peur de la gauche traditionnelle, c'est la peur de tous ces gens qui se laissent embarquer dans la simplicité, dans une codification basique, idéologique, mais qui finalement sont complètement occultés du fait que ça fait partie en fait d'une stratégie, d'un tout, pour une prise de pouvoir absolue. Comme je vous le dis, hein, en 2024, vous pouvez voter RN, mais si vous votez RN en espérant que Marine Le Pen quittera l'Union européenne, moi j'y mettrai pas ma main au feu. Hein, Alors en effet, j'admets que, comme Zemmour, il se cache bien d'être des pro-Frexit pour éviter de recevoir des attaques de ceux qui sont les pro-européens. Et que finalement, si jamais ils arrivent au pouvoir, tout d'un coup, paf, ils retournent leur veste et mettent au référendum une proposition à un Frexit. C'est tout à fait possible.
Mais dans l'État, pour l'instant, admettez qu'ils n'ont absolument aucun propos, aucune idée dans ce sens de vouloir quitter l'Union européenne. Tout comme on verra ce que va faire ce parti d'extrême droite aux Pays-Bas, entre ce qu'ils disent, ce qu'ils disaient, ce qu'ils pensaient, et ce que maintenant, ils vont faire. Regardons bien, observons bien, et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, soyez attentifs, et surtout, regardez bien ce qui est en train de se passer en Chine. Parce que franchement, j'ai comme une impression de déjà vu.